Une intervention militaire n'est jamais une formalité, personne ne l'ignore, mais ces dernières heures sont venues le rappeler, c'est bien une guerre, et même une guerre d'usure qui s'engage au Mali. Le fait du jour, je vous le disais, c'est que les groupes djihadistes opposent une résistance plus combative que prévu. Ils ont même engagé une contre-offensive. Dorothée Oliéric, Franck Genozo. Voici les toutes premières images des dégâts provoqués par les raids aériens menés par la France. Un cadavre carbonisé, des pick-up pulvérisés. L'intervention aérienne a stoppé net les islamistes à Konna. C'était le premier objectif, empêcher les islamistes qui contrôlent le nord de descendre plus au sud. Mais le travail de l'armée française est loin d'être terminé. Il reste un point difficile, à l'ouest, où nous avons affaire à des groupes extrêmement armés. Dans l'ouest du pays, précisément, ce matin, un groupe de combattants islamistes a pris le contrôle de la petite commune de Diabali. Opération menée avec l'un des chefs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Des combats avec l'armée malienne ont rapidement tourné à l'avantage des islamistes. Toujours en première ligne, les chasseurs français ont opéré aujourd'hui de nouveaux raids, bombardant la ville de Douenza. Selon plusieurs témoins, les islamistes avaient déjà quitté la ville. Difficile de savoir quelle est la situation dans le nord du pays, tenu par les djihadistes. Hier, l'aviation française a ciblé deux des principales villes du nord, Gao et Kidal. Depuis Bamako, cet homme appelle un proche à Gao. Vers midi, quand je reçus un petit de l'hôpital, il m'a dit que parmi les blessés, il y a eu encore 9 morts. 9 morts d'entre les blessés qui sont à l'hôpital. Les gens commencent à respirer la liberté à plein poumon, à plein poumon. À plein poumon, et il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude. Les jeunes sont sortis hier dans la rue pour fumer, parce qu'il y a 2 jours de cela, fumer vaut à quelqu'un d'être lapidé en public. Hier après-midi, sur la ligne de front, un des chefs de l'armée malienne encourageait ses troupes, déjà galvanisées par l'intervention française. Et nos envoyés spéciaux, Gérard Grisbeck, Frédéric Ranck et Sylvain Barral, ont pu se rendre tout près de cette ville reconquise par les islamistes. Voici leur reportage. Cette fois, nous n'irons pas plus loin. L'armée malienne a bloqué tous les accès. Nous sommes à quelques kilomètres à peine de Diabali. Les soldats sont nombreux, cachés le long de la route. Interdiction absolue de les filmer. On les sent très nerveux. Juste avant, on a croisé des bus dans ce village de Nyono. Eux arrivent de Diabali, des voyageurs qui fuient les combats. Encore sous l'effet de la peur, peu d'entre eux acceptent de nous parler. Cet homme nous dit simplement « Il n'est pas la route. C'est pas beau. » Finalement, il explique. Les rebelles sont arrivés ce matin très tôt, dit-il. C'était le moment de la prière. Ils étaient dans une dizaine de véhicules. Le passage d'une ambulance venant de Diabali nous interrompt, puis il reprend. Ils ont pris des chemins détournés par la brousse. Les 2 drapeaux, partout on célèbre l'engagement militaire français au Mali. Par petits groupes, on se rassemble autour des quelques postes de télévision. Depuis ce matin, chacun a vu des renforts arriver par la route, d'où une certaine tension. Je ne pense pas que l'armée malienne seule ne peut pas résister à ces gens. Du point de vue logistique et du point de vue humain, je pense qu'on a un déficit humain et en logistique. On a besoin de l'apport de la communauté internationale pour mener à bien ce projet de guerre. En rebroussant chemin, on ne croise que des soldats et les barrages sont encore plus nombreux qu'à l'aller. Ici sur la gauche, on aperçoit des militaires couchés en embuscade. L'ennemi n'est pas loin. Voilà, quelle portée faut-il accorder à cette contre-offensive islamiste? Nous avons pu joindre Gérard Grisbeck il y a quelques instants pour faire un dernier point. On le retrouve tout de suite sur place. Ce soir, la ville de Diabali est totalement coupée du monde. Personne ne sait exactement où en sont les combats. Ce qui est sûr, c'est que le groupe islamiste Ansardine en a fait un symbole, puisque dans cette ville, il y a quelques mois à peine, l'armée malienne a fait fusiller des islamistes. Alors,
L'armée française, évidemment, est aux premières loges, en particulier les forces spéciales. La région a déjà été bombardée il y a quelques jours massivement, mais on peut se demander si les islamistes qui se battent aujourd'hui sont des rescapés de ces bombardements ou s'ils sont venus de Mauritanie. La frontière mauritanienne n'est pas très loin d'ici. En réalité, pour le moment, on n'en sait rien, mais ce qui est sûr, c'est qu'au 4e jour de la guerre, les combats sont toujours aussi intenses. Et voyons maintenant comment l'évolution de ces combats est accueillie à Bamako, la capitale du Mali. Rappelons que 6000 Français vivent sur place. Là-bas, le lycée français vient d'être fermé toute la semaine par précaution. Sur place, Franck Genozo, Patrick Desmully. Dans les rues de Bamako, c'est l'accessoire qu'il faut avoir. Le drapeau français s'achète désormais un peu partout le long des routes de la capitale et la rupture de stock est proche. Les islamistes nous sont fatigués vraiment, on est fatigués au Mali ici. François Hollande, merci 1000 fois. Il y en a plein même qui achètent. Parce qu'on est fiers de la France, franchement. Une vague de sympathie pour la France qui s'affiche également en grand dans la presse malienne avec des titres sans ambiguïté. Les autorités françaises se méfient tout de même des risques d'attentats et d'enlèvements. Sécurité renforcée à l'ambassade et barrières abaissées au lycée français. Ce matin, 3 membres du GIGN, l'unité d'élite de la gendarmerie, sont venus évaluer les faiblesses de l'établissement en matière de sécurité, même si pour l'heure, l'inquiétude n'est pas encore vive chez les parents d'élèves. On peut se promener librement. Moi, je conduis ma voiture et je ne me sens pas menacée, ni chez moi, ni sur les lieux publics. Mais on nous demande d'être vigilants, ce qui paraît être normal quand même. Sur les 6000 Français vivant à Bamako, une poignée seulement a choisi de quitter la ville. Une décision qui ravit les plus français des Maliens. Derrière les murs de cette modeste maison vivent Tamadou et Mariam. Les 2 stars de la chanson sont soulagés d'avoir vu la France intervenir dans leur pays. La panique commençait à s'installer, donc je pense que ça a été très positif. Ça a été très bien, sinon tout le monde était inquiet. Maliens, Français. Les 2 artistes veulent en faire une chanson. Pour célébrer, disent-ils, on veut la paix dans notre pays. L'espoir retrouvé de millions de Maliens. Que Dieu nous aide, on veut la paix dans notre pays. Bonsoir Franck Genozo, on vous retrouve en direct de Bamako où se trouve l'état-major des forces françaises. L'armée est-elle surprise par la résistance ou l'organisation de ces groupes islamistes après cette contre-attaque ? Eh bien, c'est ce que disent ce soir plusieurs experts militaires français qui rappellent que la France connaissait le nombre de combattants approximatifs qu'elle devait affronter, mais elle ne s'attendait pas à voir des combattants aussi bien armés, aussi bien formés et qui disposent, je cite, d'un vrai sens tactique, capable, je cite toujours, de mener des opérations structurées. Voilà pourquoi peut-être le dispositif français à l'heure actuelle est en train d'augmenter de façon significative. On attend désormais jusqu'à 2500 soldats français ici au Mali à terme. Il y a également des Mirage F1, des avions de chasse qui sont arrivés cet après-midi sur l'aéroport militaire de Bamako. Et puis enfin, des véhicules blindés en provenance de Côte d'Ivoire arriveront ce soir dans la capitale malienne. Peut-être les Français pourront-ils se mettre en route pour le Nord Mali à partir de demain. Merci Franck pour ces dernières précisions. Et on va un peu plus loin avec vous. Bonsoir Loïc Delamornay. 2 questions précises. D'abord, on est au 4e jour de cette guerre. Au départ, l'objectif français, c'était stopper l'offensive des islamistes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la reconquête de tout le territoire malien fait partie des buts de guerre ? Alors officiellement non, la France a toujours dit que c'était aux armées africaines de reconquérir le nord du Mali. Mais vous avez raison, sur le terrain, la réponse est oui, David. La France avait effectivement le choix, soit stopper les islamistes à Konna et en rester là, soit aller pourchasser les djihadistes dans leurs repères de Tombouctou, de Kidal, de Gao et les chasser du Mali. C'est cette option qui a été retenue. La logique militaire le voulait, la logique économique aussi le voulait. La France avait amené déjà des avions de chasse, des matériels extrêmement coûteux. Alors aujourd'hui, les forces françaises ont 3 objectifs. Couper les djihadistes de leur base arrière et de leur approvisionnement en carburant, en essence, en munitions et éviter aussi que des groupes de djihadistes isolés se rassemblent en des colonnes plus importantes. Loïc, on entendait Franck parler de 2500 soldats sur place dans les prochains jours. 2e question liée à la première, est-ce que la France va engager des troupes pour des actions au sol ? Mais c'est déjà le cas, David. La France a des forces spéciales au sol, c'est-à-dire des combattants français sur le terrain. Il ne faut pas être naïf. Juste une image pour vous expliquer les choses, David. Regardez, c'est une image d'un entraînement des forces spéciales françaises sur le terrain. Elles vont bénéficier de l'arrivée d'un Rafale
hop, un avion de chasse, il est déjà parti. C'est extrêmement rapide, c'est très puissant en avion de chasse, mais ça ne peut pas faire tout le travail. Il faut des hommes au sol pour aller fouiller les maisons, neutraliser les terroristes. C'est la leçon des guerres en Afghanistan et en Irak. Avec tous les avions du monde, une guerre se gagne pourtant au sol. Merci Loïc pour ces informations. Alors vous évoquiez les Rafales. Question justement, comment procèdent les pilotes d'avions de chasse ou d'hélicoptères qui constituent l'essentiel de cette force de frappe française depuis 4 jours? Il est rare d'obtenir des récits de militaires ou d'ex-militaires rompus à ces interventions. Reportage Clément Le Goff, Emmanuel Beck. Au cœur de l'opération Serval, une armada aérienne composée d'avions de chasse et d'hélicoptères de combat. Ce sont eux qui sont intervenus en premier, notamment les Tigres, le fleuron de l'armée. De jour comme de nuit, ils permettent une grande précision de tir, comme ici en Libye. Pour les pilotes, lors de la mission, 2 possibilités, mais un même danger, être la cible d'un tir ennemi, selon ce pilote qui revient d'Afghanistan. Soit voler très bas pour se soustraire à une menace missile, soit voler un peu plus haut si on estime que la menace principale c'est du petit calibre, pour se mettre hors de portée du petit calibre. Le principal danger pour l'hélicoptère, c'est quand même le tir d'armes légères qui viendrait du sol. Au premier jour de l'intervention, c'est d'ailleurs un tir provenant du sol qui a touché un autre hélicoptère, une gazelle. Son pilote y a trouvé la mort. Aux côtés des gazelles et des tigres, des caracals pour le transport de soldats se positionneraient actuellement sur la base de Sévary. Ces dernières heures, les avions Rafale ont renforcé le dispositif. Ils peuvent emporter jusqu'à 6 bombes de 250 kg, mais pour qu'ils puissent intervenir, ils doivent se ravitailler en vol. Des tankers ont aussi été déployés. Tous ces appareils sont basés à N'Djamena, au Tchad, à 2500 km du Mali. Le dispositif français compte au total 8 avions de chasse Mirage, 4 Rafales et des avions ravitailleurs C-135. Principale carence de cette armada, les avions de transport de troupes. La France est contrainte de louer ses Antonov russes à des sociétés privées. Et pour la France, il y a aussi un enjeu diplomatique ce soir. Paris ne veut pas agir seul au Mali, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius tout à l'heure. Et dans quelques minutes, le Conseil de sécurité de l'ONU va discuter d'un soutien à apporter à cette intervention. Soutien également de l'Europe. On va faire le point à Berlin et d'abord à Londres avec Jacques Cardoz. Bonsoir Jacques, la Grande-Bretagne accorde un appui logistique à la France. Oui, absolument, avec d'abord la mobilisation de ces 2 énormes avions, les C-17 spécialisés dans le transport de troupes, mais pas seulement. David Cameron l'a rappelé ce matin, il y aura également un partage au niveau du renseignement. Nous sommes aux côtés des Français, a-t-il dit, et donc nous prêterons et nous fournirons nos propres renseignements obtenus par les services secrets britanniques. La presse croit savoir également qu'il y aura un prêt des drones britanniques. Ce qui est certain en revanche, c'est que la Grande-Bretagne n'est pas prête à franchir un pas, celui de l'envoi de troupes au sol. Voilà pour Londres. Merci Jacques. Et bonsoir à vous Arnaud Boutet. Vous êtes en direct à Berlin. L'Allemagne étudie également une aide logistique et une aide médicale aussi. Oui, c'est vrai que l'Allemagne se dit prête à fournir des moyens de transport comme des avions de type Transal ainsi qu'une assistance médicale, mais il n'y aura pas de soldats déployés sur le terrain. Alors c'est une décision politique, mais elle doit être discutée, voire approuvée par le Parlement, peut-être aussi par la Cour constitutionnelle. Résultat, personne ne sait quand véritablement l'Allemagne pourra aider la France, mais les Allemands, qui avaient été absents lors des opérations en Libye en 2011, veulent montrer qu'ils ne resteront pas cette fois-ci les bras croisés. Merci Arnaud pour ces précisions. Autre information de cette journée, l'un des 3 groupes djihadistes basés au nord du Mali a directement menacé la France de représailles aujourd'hui sur le sol français. La menace est-elle à prendre au sérieux? Y a-t-il des précédents concernant une filière malienne? Audrey Goutard, José Boulestex. Qu'est-ce qui justifie ce renforcement du plan Vigipirate? La menace est-elle vraiment accrue? Oui, selon les autorités françaises qui se réfèrent à la violence des forums islamistes sur le net, comme les propos de ce représentant d'Al-Qaïda au Maghreb. Vous êtes en train de creuser les tombes de vos fils avec vos propres mains pour les envoyer en enfer. Les cibles les plus faciles à atteindre pour les terroristes, les intérêts français à l'étranger. Des attaques identiques à cet attentat commis en 2009 contre l'ambassade de France en Mauritanie. Doit-on craindre aussi des représailles sur le sol français? Elles sont envisagées par ce juge antiterroriste. J'ai pas vraiment peur de djihadistes qui viendraient du Mali en France. C'est plutôt le problème de notre population, de notre petite frange extrémiste chez nous, qui pourrait, ne pouvant pas aller au Mali, essayer de faire le djihad chez nous.
Ce magistrat spécialisé sait de quoi il parle. En ce moment même, il enquête sur un important réseau terroriste démantelé cet automne et responsable d'un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles. De jeunes islamistes qui avaient 2 objectifs, faire le djihad au Mali et commettre des attentats en France. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette guerre au Mali.